l'idée, c'est que la dernière fois, on a découvert le modèle star en étoile de Galbraith, que je vais réexpliquer, qui est un modèle d'alignement. Et donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, enfin, ce qu'on avait fait la dernière fois, c'était essayer d'imaginer un peu qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans ce modèle par rapport à différentes situations. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de construire des modèles un petit peu idéaux, des archétypes euh, autour de différents modèles organisationnels qui marchent plutôt bien dans l'agilité, qu'on met en avant avec typiquement l'organisation en flux, l'organisation de produits ou d'autres, et éventuellement d'autres modèles si on a le temps et si vous en connaissez d'autres, si vous en poussez d'autres. Avant de regarder ça plus avant, je veux juste faire un petit teasing sur les prochaines sessions, parce qu'il se trouve que je sais ce qu'on va faire dans les prochaines sessions. La prochaine session en mai aura lieu le 13 mai, et c'est sous l'idée de Nicolas Tondeur. Donc j'ai pris contact avec Julien Renette et Romain Poiré pour qu'ils nous expliquent qu'ils nous fassent un retour d'expérience sur le Digital Lab de Kiabi, et donc la manière dont dont ils accélèrent l'innovation et ensuite qu'ils l'intègrent à l'existant. Donc on aura ce retour d'expérience et puis une phase d'échange, hein, plutôt. Encore une fois, ces retours d'expérience, c'est plus pour déclencher des discussions. Et puis, donc voilà. Donc ça, c'est pour le 13 mai. Le 25 juin, j'ai pas encore mis ça dans le meet-up, mais on aura la chance d'avoir Laurent Meurice qui va nous faire un retour d'expérience sur une implémentation de ShapeUp. Et c'est une chance parce qu'en France, j'en connais pas beaucoup qui aient fait cette implémentation, donc qui connaissent bien ce modèle. Et puis en juillet, j'ai pas encore planifié la session, mais j'adorerais que vous ayez le temps de lire le manuscrit que je suis en train d'écrire sur l'organisation agile, et que vous puissiez faire des feedbacks et des discussions pour que je parte avec plein d'idées pour les vacances, pour que je puisse écrire et répondre à vos points. Donc voilà, ça c'est a priori l'agenda pour jusqu'aux vacances. On attaque sérieusement le sujet d'aujourd'hui? C'est parti. Alors, Avec plaisir. avec plaisir, super. Donc le modèle de Galbraith, je l'ai un petit peu revisité ici. Alors déjà, c'est pas un modèle spécifique à l'agilité, hein, c'est un modèle qui a plusieurs dizaines d'années. Et en fait, qui dit quoi? Il dit que le point d'entrée, c'est la stratégie. Et que pour que l'organisation soit, je dirais, fonctionnelle, il faut que chaque point, chaque composant là qu'on va voir dans le modèle soit en cohérence, c'est un modèle d'alignement. Donc on va retrouver quels sont les composants qu'on retrouve. Évidemment, la stratégie, on retrouve les capacités d'entreprise, on retrouve la structure, le modèle organisationnel, on trouve les processus, on trouve tout ce qui est attrait aux individus, les talents, etc. Et puis, on trouve tout ce qui tourne autour des RH et des métriques, comment suivre la performance, ce genre de choses. Donc, le modèle, il nous dit quoi? Il nous dit que tout ça est lié, en interaction, et que voilà, pour que l'entreprise fonctionne, eh ben, il faut que ce soit cohérent, tout simplement. Un exemple un exemple de non-cohérence, c'est que, par exemple, je vais avoir une stratégie orientée produit. Naturellement, si je vais avoir une organisation qui va être vraiment centrée sur les produits, éventuellement au niveau des processus également, avec des équipes pluridisciplinaires, donc ça c'est l'agilité qui nous le dit. Et ce qui serait dysfonctionnel, typiquement, c'est que dans la partie RH, pour la partie évaluation, on ait une évaluation individuelle qui mette en avant la performance de chaque individu et pas la performance du groupe et du collectif, qui mette l'accent sur les rôles ou les titres, plus que voilà, une collaboration. Donc ça serait dysfonctionnel. C'est un petit peu ce qu'il y a derrière ce modèle. On ne trouve pas la culture et la performance directement dans le modèle, parce que selon lui, en fait, ce sont des résultats, des outcomes. La culture de l'entreprise et la performance, c'est ce qui va en ressortir. Et donc, les leviers sur lesquels on peut agir, ce sont les composants, la stratégie, capacité, structure, etc. Du point de vue de l'agilité,
En fait, on trouve différents aspects. Pour la stratégie, on va parler d'agilité stratégique, comment l'agilité peut aider, peut être en support d'une stratégie. Au niveau de la capacité, on parlera d'agilité d'entreprise. Au niveau de la structure, c'est l'agilité organisationnelle, comment la structure peut répondre aux changements, faciliter le changement. Au niveau des process, on est plus dans l'agilité qu'on connaît, c'est-à-dire l'agilité opérationnelle, au niveau des équipes, l'agilité logicielle, et puis l'agilité à l'échelle. Au niveau individu, on sera plus dans l'agilité comportementale, par exemple, et puis RH et métrique dans l'agilité managériale, RH agile, ce genre de choses. Ça va? Est-ce que c'est clair pour ce que je raconte? Laurent, j'ai une question. C'est- Alors vas-y, Maria. Attends, merci. C'est quoi, qu'est-ce que tu mets qu'est-ce que, dans ce modèle, on met derrière capacité? C'est la Juste pour que capacité, je... ouais, c'est la capacité d'entreprise. C'est une capacité Oui. d'entreprise. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut que je développe pour, comment dire, que je puisse finalement réussir ma stratégie. Donc, derrière la notion de capacité, en fait, j'ai décrit un petit peu pour qu'on s'aide à définir les organisations. Ensuite, j'ai mis des questions auxquelles on doit répondre. Et pour la capacité, la question, c'est mon organisation, elle est optimisée pour quoi? Comment on se différencie des autres? Par exemple, l'innovation, c'est une capacité à développer. Le fait d'être adaptable, le fait d'être flexible, d'être réactif, d'être résilient, d'être une organisation apprenante, tout ça, ce sont des capacités d'entreprise éventuellement à développer. Est-ce que c'est plus clair, Maria? Oui, oui, oui. Tu te laisseras guider par les autres ou tu auras peut-être d'autres insights. José, tu allais poser une question? Oui, j'allais plutôt, alors une question, mais c'est surtout avoir peut-être une précision sur la cohérence. Quand tu dis cohérence, on voit très bien que ce schéma, il y a vraiment une interaction entre les différents segments, Ouais. ou axes ou dimensions, on peut les appeler de différentes façons. Mais quand tu dis cohérence, ça veut dire quoi exactement? Bah, Est-ce que, c'était par exemple, on peut peut-être, est-ce qu'on peut peut-être consommer plus sur certaines choses, notamment on voit très bien aujourd'hui dans certaines organisations, on va beaucoup consommer sur les processus, très peu peut-être sur les individus. Est-ce que ah, il serait pas conso- subtil de parler d'équilibre, d'équilibre? Alors, il y a une notion d'équilibre, mais avant tout, c'est vraiment que l'approche que l'on a sur la partie RH, sur la partie individu, sur la partie processus soit en cohérence. Encore une fois, tu vas pas dire euh, euh, je veux que vous collaboriez. Par contre, chacun sera noté individuellement sur son travail. Tu vois, ça, c'est pas cohérent. OK, ouais, OK, super. Où je veux innover, mais par contre, chacun chez soi, chacun, et par contre, Ouais, je veux innover, mais chacun va être, je vais plutôt, comment dire, je vais plutôt embaucher des spécialistes, des experts de chacun de leur domaine, mais qui ont pas de soft skills sur la communication, l'interaction. Voilà, ça va être compliqué ouais, très d'innover dans ce bien. cas-là. Voilà, c'est plutôt ça que Ouais. le modèle met en avant. Je dis pas que ta question d'équilibre n'est pas un sujet, mais le modèle, il n'est pas tant sur ce problème Ouais, ça me va. que l'autre. Ça va? Ah, ouais, ça me va. On verra, quand on va passer sur la suite, je vous donnerai les autres questions ou les autres précisions. Moi, ce que je vous propose au cours de cet atelier, c'est finalement réfléchir à une organisation produit, parce que c'est quand même un sujet dans l'agilité, hein, d'aller sur l'organisation produit. Finalement, ça veut dire quoi pour ce modèle? Ça serait quoi un modèle de Galbraith pour l'organisation produit, quelque chose de cohérent? Si on a le temps, on passera à l'organisation en flux. Si on a le temps, on passera à d'autres modèles organisationnels. Ça vous convient, ça? Mhm. Parfait. Sur, on va commencer avec l'organisation produit. Euh, donc on a, je reprends pour Il chaque. y a François qui a la main levée, Ah, Laurent. pardon, ouais, désolé, je le vois pas. Ouais, François, désolé.
Vas-y, Oui, vas-y. désolé, c'est parce que je voulais pas vous interrompre dans les explications. En fait, du coup, c'est parce que j'avais pas encore entendu parler de ce modèle en étoile. En fait, j'avais entendu, effectivement, on avait présenté le modèle agile sous forme de piliers et sous forme de valeurs. Du coup, est-ce que du coup, ce modèle de Galbraith, en fait, c'était une possibilité d'utiliser dans le cadre d'un projet informatique? Alors, Parce déjà, que, ouais, déjà deux choses. Alors, je vais essayer de réfléchir en parallèle. Puis, s'il y a des meilleures réponses, n'hésitez pas. Le modèle de Galbraith, c'est pas un modèle pour l'agilité. Le d'accord. lien que j'ai fait avec l'agilité, c'est moi qui ai essayé de faire le lien entre la structure et l'agilité organisationnelle. Mais en fait, c'est un modèle qui est vraiment pour toute organisation. Et en fait, Mhm. le point du modèle, c'est de dire, quelle que soit votre organisation, pour qu'elle soit performante, pour qu'elle soit fonctionnelle, il faut que ce soit en cohérence. Après, qu'elle soit agile, pas agile, ça c'est un autre sujet. Après, ton point sur la gestion d'un projet, c'est ça, hein. Oui, oui, oui. En fait, une organisation, ça dépend à quel niveau tu la regardes. Une entreprise, c'est une organisation. Un département, c'est une organisation. Une chaîne de valeur, c'est une organisation. Une équipe, c'est une organisation. Donc, en fait, tu peux le voir à différentes Mhm. échelles. Et donc, bah, peut-être que tu vas avoir une organisation autour de ton projet. Et donc, ce modèle peut être appliqué à ce niveau-là. Ok, d'accord. Ok. Voilà. Après, la réalité, c'est qu'on l'utilise plus pour une organisation à l'échelle de l'entreprise ou d'un département, mais ça, il n'y a rien qui l'empêche en réalité de faire un zoom. Voilà. Ok, ça Euh, marche. Merci. alors, je suis pas un expert de ce modèle, hein, ça c'est le. Je suis comme vous, hein, je découvre, j'apprends, je creuse. Alors, pour m'aider, moi, à comprendre ce modèle, en fait, j'ai essayé de mettre des questions en face. Donc, on a regardé les questions sur les capacités, donc optimiser pourquoi, comment on se différencie. Sur la structure, c'est comment on est organisé, peut-être quelle gouvernance on met en face. Sur la partie processus, c'est comment on prend des décisions, comment est organisée la partie intégration ou collaboration entre les équipes, la structure plutôt horizontale, mais aussi la gestion de budget, portefeuille. Alors, aujourd'hui, on ne va pas forcément répondre à tout ça, hein, mais c'est juste pour cadrer un petit peu ce qu'on met derrière. Au niveau des individus, bah, c'est plutôt le développement des compétences et puis l'état d'esprit qu'on cherche à avoir. Au niveau RH et métrique, comment les comportements sont-ils façonnés par les objectifs? Comment on mesure les progrès? Voilà, c'est ce genre de questions. Et pour s'aider à construire ce modèle, en fait, ce que j'ai préparé, bah, c'est que j'ai mis plein de petits sujets. En fait, l'idée, c'est éventuellement d'aller piocher là-dedans pour mettre sur le modèle de notre organisation produit. Et en fait, le seul ticket que j'ai mis pour l'instant, c'est structure avec une organisation produit, mais il faudra peut-être qu'on explique ce qu'il y a derrière. Ce que je vous propose, si il y aura peut-être des questions, l'idée c'est de dire bah, chacun, là, on va aller piocher là-dedans et on va mettre les idées en face de chaque, et puis on voit ce que ça donne, et puis on voit si on arrive à un consensus sur les idées qu'on met derrière. Est-ce que ça vous convient comme approche? Juste une question. Là, on travaille beaucoup quelque part sur les moyens à travers l'agilité pour servir une stratégie. Mais pour revenir sur ce que tu mettais dans le premier tableau autour de l'agilité stratégique, Ouais. où est-ce qu'on travaille sur ça aussi? Qu'est-ce qu'on appelle l'agilité forcément stratégique? C'est-à-dire la capacité à avoir cette politique d'entreprise qui après se déverse avec une stratégie et qui elle-même après va travailler sur les moyens pour mettre en place cette stratégie. C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on met derrière l'agilité stratégique? Euh, Là, dans le modèle, enfin, dans l'atelier, je ne sais pas à quel point on peut discuter de tout ça. Je pense qu'il ne faut pas hésiter. Si tu as des idées ou des questions, tu les mets. Ok, non, Euh, c'était pour savoir à quoi on limitait le périmètre dans l'exercice, pas non, non, plus. non. Ok. Honnêtement, comme c'est un atelier exploratoire, on ne va pas se limiter. Il y Ok. aura peut-être des choses qui vont être hors sujet. C'est pas grave. En fait, on est là pour apprendre et découvrir. Donc, pour moi, il faut y aller. Mais c'est vrai que tu poses une bonne question. C'est quoi l'agilité stratégique? Alors, j'ai quelques idées par rapport à ça, mais ça peut être le sujet d'un autre meet-up. Ça, en fait, c'est l'organisation idéale, mais on ne prend pas en compte
on ne prend pas en compte le point de départ. En fait, tu vas te rendre compte si tu compares ton organisation actuelle si tu dis, bah, je veux passer sur une organisation produit, voilà le delta. Oui. Et Oui, tout à fait. C'est vraiment une organisation idéale. C'est pour ça que je parle d'archétype. C'est ce qu'on fait dans le design d'organisation. On parle souvent d'archétype. C'est quelque chose qu'on retrouve presque jamais dans la nature. Par contre, en revanche, ça nous donne effectivement la distance par rapport au but, si on veut aller vers cette direction-là. Ouais, tout à fait. ouais, c'est ce qu'on discutait la fois dernière. J'ai bientôt fini le bouquin sur l'hétéroculturel, là. Ouais. Et c'est vachement intéressant de réfléchir en termes de où on part et ce qui est, enfin, et quel terreau on doit essayer de favoriser pour aller là où on veut aller. Ouais. Alors, stratégie. Alors, donc qu'est-ce qu'on a? Donc on a donc j'avais mis stratégie orientée produit parce que enfin c'est le point d'entrée. Mais d'autres ont mis donc stratégie innovation de niche ou pas, et puis stratégie orientée marché. Donc moi je suis pas d'accord avec ça, mais donc qui l'a mis, qui a mis la partie innovation ou marché? Il veut expliquer un C'est petit moi peu qui a pourquoi. mis la partie, c'est moi qui a mis la partie Ouais, innovation, parce que moi je trouve que en fait, c'est très compatible avec la stratégie orientée produit au sens où il faut toujours se projeter à plusieurs horizons. Donc, on a la stratégie orientée produit euh, avec le regard et la cible des gains par rapport aux produits qu'on propose aux clients. Mais notamment, si on veut rester compétitif sur le marché, c'est intéressant de s'autoriser d'aller vers l'innovation aussi. Après, ouais, j'ai rajouté de niche ou pas, parce que bon, ça peut être des niches ou pas. ouais, d'accord. Euh, je disais, je suis pas d'accord, mais en fait, évidemment, dans une stratégie orientée produit, il y a de l'innovation. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on met derrière le terme innovation? Et souvent, quand on dit une stratégie d'innovation, c'est plus de l'innovation de rupture. Et en fait, c'est un autre modèle organisationnel. Mais OK. En fait, moi, par rapport à ça, ce que j'ai mis, c'est une capacité. Je suis plus rentré au niveau de la capacité d'entreprise. Si tu posais la question tout à l'heure, et moi, je parle de capacité d'innovation, de continuité. C'est-à-dire, j'ai mon produit et j'innove au sein de mon produit. Voilà. C'est Ouais, là où plus. moi, quand j'ai mis la stratégie adaptée marché, pour moi, c'est sous-jacent. En fait, c'est pas forcément une capacité du produit à s'adapter au marché, même s'il doit l'être, mais inversement, c'est une capacité de l'organisation à remettre en question le produit par rapport au marché. Ouais, c'est l'adaptabilité au marché. Mais l'adaptabilité de l'organisation, enfin, oui, l'adaptabilité de l'organisation ou l'adaptabilité de la stratégie, plus exactement. Moi, c'est l'adaptabilité. C'est là où c'est bien de définir la stratégie orientée produit, parce que oui, si dans la stratégie orientée produit, tu as le fait que tu t'adaptes au marché, ton produit, tu ne le lances que si tu as un client, que si tu as des utilisateurs et tout ça, pas de problème. Mais le produit pour le produit, j'y crois pas. Tu vois, c'est Non, pour non, ça que mais j'avais mis orienté tout à marché. fait. Et en fait, pourquoi je réagis par rapport à ça? Parce qu'effectivement, il y a, hop, admettre. En fait, par rapport à une stratégie produit, le fait de s'adapter, d'adapter la stratégie et ce qu'on fait par rapport au retour de marché, c'est essentiel. Par contre, stratégie orientée marché, ça veut dire autre chose. C'est par rapport à des marchés locaux, géographiques, D'accord. ce genre de choses. Et ça veut dire autre chose en fait. Et ça Ok. tire d'autres modèles organisationnels. Par contre, moi, je le mets sous l'étiquette adaptabilité de la stratégie au marché. Voilà. Qui a mis OKR à ce niveau-là? Oui, moi j'ai mis là. On Je le trouvais que retrouve, c'était pas mal. on le retrouve à différents Euh, niveaux. OKR ici, ouais. ici, ici, et puis après il y a KPI, c'est intéressant. Je vois Euh, bien le lien entre la stratégie et les capacités. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis là. je posais la question, qui a mis les OKR au niveau de la structure et pourquoi? Et c'est Maria qui disait que je pense que c'était elle. Ouais,
Ouais, donc je les ai mis ici par rapport à la gouvernance parce que bon, mais j'ai hésité à les mettre ici ou dans les processus comme vous voulez. Mais c'est vraiment parce que donc c'est plus que des métriques en fait les OKR. Donc les OKR, moi j'ai le choix qu'on les utilisait vraiment pour la gouvernance, pour driver l'activité de l'entreprise ou de l'organisation, si tu veux, Ok. de donner du sens et avoir un suivi. Donc j'ai hésité entre cet endroit-là et les processus. Ouais, moi aussi, moi j'aurais hésité à le mettre entre la capacité et le processus, quelque part par là. Et je suis assez aussi à l'aise à le mettre ici, dans les métriques. Et on peut le retrouver à différents endroits. Soit c'est parce qu'on comprend mal le modèle, soit c'est parce que les OKR font font plusieurs choses. C'est peut-être un modèle en lui-même, le OKR. C'est ça. C'est ça. En fait, cet atelier, c'est un piège. C'est pour vous dire que les OKR, c'est vraiment très, très bien. Et il faut acheter le bouton précédent bouton. Ok, nickel, merci. En termes de capacité, donc il y a eu effectivement l'adaptabilité du produit, on a dit l'adaptabilité au marché, j'ai rajouté la capacité d'innovation de continuité. Qui a mis la solution AREA de J'ai mis la Safe? solution AREA. Alors, Ouais, quand on parle de capacité, je disais vraiment l'organisation qui peut s'adapter dans son modèle de production de manière dynamique aux enjeux business et SI qui peuvent évoluer. C'est le principe de la solution AREA de Safe qui commence à proposer cette capacité à s'adapter, les équipes à s'adapter, à se redécouper, à se redesigner selon les enjeux business et SI. ça te va si je le mets du coup, entre Ouais, la capacité et la structure? Parce que complètement. finalement, c'est vraiment Ouais, entre les deux, tout tel à que fait. tu le. Ok, super. Je suis pas très, je suis pas un expert de Safe et donc je sais pas très bien ce qui se cache derrière cette solution Aurea, mais du coup, je vais creuser. Si tu veux, je t'enverrai le lien. Il y a un article. Ouais, ouais, bah, on peut même le mettre directement sur le Miro, comme ça, on y aura accès. Allez. Super. Je vous propose d'avancer et d'aller maintenant sur la partie structure. Donc, je parlais négligemment d'organisation produit, mais ça cache beaucoup de choses. Euh, donc, on a deux propositions là. On a la proposition de LESS et la proposition de FAST. Et puis après, sur la partie gouvernance capacitaire. Donc, qui peut expliquer un petit peu vos choix? Alors moi j'ai mis Fast, mais je pense que Scrum aurait pu être là aussi, même si pour moi Scrum c'est pas une structure vraiment à part entière, dans le sens où il décrit que peu la structure de l'organisation, mais par contre Fast te dit clairement que ton organisation, elle s'adapte à tout moment, à chaque besoin en fait. On est en open space technologie, c'est une open space technologie. Alors ça pourrait être la partie open space technologie qu'on mette là dans la structure, mais c'est de dire, il n'y a pas d'équipe préformée, il y a une volonté d'avancer vers le produit et les équipes se forment au fur et à mesure des besoins produits, se déforment, se refont. Et voilà. Et donc, c'est à la fois un processus dans tout ce qui est prise de décision et tout ça, mais c'est aussi la structure de ton organisation. Si tu regardes l'organisation au niveau produit, d'accord, pour répondre à un produit, par exemple, Ouais. t'as pas nécessairement de structure volontaire, justement pour éviter la loi de Denning qui dit que nos produits ressemblent à nos organisations, c'est pas ça? C'est Conway. Conway, c'est la loi de Conway. Voilà. Ok, nickel. Et j'ai rajouté la partie open allocation parce que quelque part, c'est de la gouvernance aussi hein, Ouais, open allocation. On aurait pu le mettre dans la partie prise de décision finalement plutôt. Ouais, je vais le mettre plutôt en bas. Ok, nickel.
Et puis, donc là, Et il y avait Less. Alors, donc, c'est pour ça, Fast, à mon avis, tu peux le mettre entre les deux. Limite, c'est à la fois de la structure et du processus. Hein, ouais, bah justement, Fast tiens, en ouais. tant que tel. Je mets Fast plutôt au-dessus pour l'open space technologie, et puis l'open allocation plutôt pour les prises de décision. Bon, ça se discute. Nickel. Less, c'est toi qui l'as mis aussi? Non, c'est pas moi qui ai mis Non, Less. ça c'est moi qui l'ai mis. Ouais. Donc, bon, on sait bien que LESS, c'est Scrum à l'échelle. Pour deux raisons, j'ai mis LESS. Le premier, c'est que par excellence, organisation produit, LESS est très en avance. Et je le mets sur structure parce que le process, c'est Scrum. Et LESS, c'est une structure adaptée à une organisation produit. Voilà. Ouais. Moi, je l'avais mis comme toi, Less au-dessus Ouais. et Scrum en dessous. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a bon. Ça veut dire Ouais. qu'on se Ouais. rejoint Ouais. sur la lecture du modèle. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, Dans ce stade. j'ai une vraie question avant de Ouais. me planter. Vas-y, vas-y, Juste, Florent. si on dit parce que je pensais au OneFix, en fait, tu vois, par rapport à la gouvernance crew, notamment, qui va quand même hyper loin dans la définition dans l'accompagnement au client, en fait, fondamentalement. Maintenant, est-ce que c'est forcément spécialement pour une organisation produit? Je sais pas. Et du coup, la Unfix? question, ouais, la gouvernance crew, ça me parle, tu vois, dans le sens où ils vont jusqu'à, quelque part, une fois qu'ils sont en production, s'assurer de l'expérience auprès du client ou de l'utilisateur. Donc, je me disais, ça va quand même assez loin dans la customer centricity. Maintenant, il n'y a pas que ça pour définir une organisation produit. Donc, je pose la question, est-ce que ça vaudrait le coup pas d'en parler? Alors, moi, j'ai plusieurs. Vous aurez peut-être d'autres points de vue les uns et les autres. Il se trouve que j'ai mis Unfix ici pour peut-être pour justement en discuter. Et alors, j'ai deux points de vue par rapport à ça. Le premier, c'est qu'Unfix, on peut le voir comme un métamodèle, puisque finalement, il arrive à modéliser du Safe, modéliser du Spotify, etc. Donc, de ce point de Hmm. vue-là, j'ai envie de dire, bah, en tant que métamodèle, quelque part, non. Pour autant, euh, j'ai suivi la formation de Thomas Moreau sur Unfix en novembre. Et en fait, la formation, elle est vraiment structurée en trois étapes. Il y a l'équipe, le produit et l'organisation. Et en fait, le produit prend une place très très forte dans le point de vue d'Unfix. Donc, je comprends tout à fait ton. Donc, mon cœur balance entre l'aspect, c'est un métamodèle, mais le produit Hmm. est très présent. Donc, je ne sais pas comment conclure. Est-ce que les autres ont un avis par rapport à ça? En attendant, je vais le mettre Je suis avec un assez point d'accord d'interrogation. avec toi sur qu'on aille chercher des cartes spécifiques Unfix ou des spécificités d'Unfix pour répondre au modèle organisationnel produit, oui. Mais je suis assez d'accord sur l'aspect métamodèle d'Unfix. Bah, c'est pour ça que j'étais un peu embêté, tu vois, j'étais partagé. Alors, et toi, ce qui t'a fait tilt, c'est quoi? C'est le crew. Bah, c'est quand même que le côté governance crew va quand même C'est hyper loin dans la customer centricity et je me dis, si l'objectif d'une organisation produit, c'est bien d'aller aussi dans cette direction-là, ça peut être intéressant en tout cas d'en parler. Alors, sur la partie Customer Centricity, alors ça, c'est encore un autre sujet, parce que alors, je rebondis par rapport à ça, hein. En fait, il y a Customer Oriented ou Customer Centricity. Et moi, je ne faisais pas du tout la distinction avant, mais est-ce que j'ai pas bien écrit? Mais il y en a un, c'est une stratégie orientée client. Hmm. Et ça, à l'image de la stratégie produit ou la stratégie orientée marché, c'est une stratégie à part entière avec un modèle derrière. Le modèle Hmm. privilégié, pour juste que ça vous parle, c'est le modèle front-back, par exemple. Alors, il y a d'autres modèles. Mais là, on parle bien de customer centricity. Ce n'est pas une stratégie orientée client. Je ne sais pas si c'est la peine d'aller dans ce niveau de détail de discussion, mais en tout cas, Unfix avec un point d'interrogation, on est partagé. C'est ça que je comprends, hein, c'est ça? Euh, Gouvernance capacitaire, qui a mis ça? Moi, j'ai mis ça parce que, après,
c'est discutable si vous voulez, mais dans l'idée que, et ça marche, c'est lié aux lignes portefeuille au sens où, donc c'est par rapport au processus, c'est toute attends, j'ai une longue journée. Ah. Donc, la gouvernance capacitaire, c'est par rapport à la stabilité des équipes. En fait, splitter les aspects capacitaires, donc le budget pour les équipes et la priorisation des évolutions par rapport à la stratégie, par rapport à l'orientation produit et tout ça. Donc, dans cette idée-là, je ne sais pas si c'est clair, de la gouvernance capacitaire. Donc, budgéter les équipes au sens large, donc la structure, Ok, pour que ça corresponde le plus et après, d'accord. Donc en fait, la structure, elle est aussi liée, comme tu le dis, à la capacité au budget, ce genre de choses pour avoir une stabilité, etc. C'est ça que tu dis, hein? Ok, c'est très ça. bien. Eh bien, on garde. Euh, on passe à la partie processus, voir ce que ça nous dit. Donc, il y a eu Ouais. plusieurs propositions. Donc, Lean Portfolio, j'imagine que c'est toi, Maria, qui l'a mis aussi, non? Ouais, Ouais, c'est ça. pour les mêmes raisons, j'imagine. Euh, Oui, c'est ce que je viens de hein, dire. ouais, tout à fait. Il y a la partie Scrum et Shape-up, et la partie KPI. Je propose qu'on discute de la partie KPI et Shape-up parce que ça pose d'autres questions. Qui a mis Shape-up et qui a mis KPI? C'est moi qui ai mis ShapeUp. Super, vas-y. Euh, réellement, parce que dans les quelques retours que j'ai eus, tu l'as dit, on n'a pas énormément de retours ShapeUp en France, mais dans les quelques retours que j'ai eus et dans les dans la lecture que j'en ai fait, ShapeUp, c'est vraiment un processus qui va pouvoir répondre à cette volonté produit dans la mesure où, alors ça va pas faire que ça, mais l'idée c'est de se dire je veux ajouter répondre à un nouveau besoin de mes utilisateurs au sein de mon produit. Je dis à l'équipe combien je suis prêt à dépenser en appétit ou en durée de sprint sur ce besoin et l'équipe va travailler à à répondre à ce besoin via les étapes de shaping et tout ça, mais dans l'appétit que je lui donne. Et donc, pour moi, c'est un pendant de Scrum dans la réponse produit. Euh, mais pour moi également, ça a le même défaut que Scrum, c'est que Scrum n'est pas nécessairement uniquement produit, c'est création de valeur. Et donc Scrum peut travailler sur du multi-produit, peut travailler sur du backlog sans être sur un produit défini. ShapeUp, ça peut être la même chose. Donc, Ok, c'est une des réponses potentielles. En tout cas, parmi tout ce que tu avais listé, je me suis dit, il n'y a pas de, c'est facilitant et il n'y a pas de contre-indication. très bien. D'où l'intérêt d'avoir le retour d'expérience de Laurent sur ShapeUp pour qu'on soit un peu plus à l'aise. Ça me fait poser. Alors, je vais donner mon point de vue juste pour enrichir la discussion, mais je fais juste une petite aparté. Est-ce que certains d'entre vous connaissent des personnes qui auraient des retours d'expérience sur Fast Agile? Non. Mis à part Alex Boutin qui en parle beaucoup. Non, mais lui qui dit Oui, ouvertement qu'il n'a pas Tout à d'expérience. fait. oui. Ok, bon, je ferme la parenthèse. Si jamais vous entendez un retour d'expérience sur Fast, je pense qu'on sera tous preneurs d'avoir le retour. Sur ShapeUp, euh, ta lecture, je pense qu'elle est effectivement comme Scrum, c'est-à-dire que ça dépend comment on l'implémente, dans quel contexte on l'implémente. Moi, je n'ai pas expérimenté ShapeUp, par contre, j'ai lu la doc, donc c'est un point de vue purement théorique. C'est pour moi, ça se rapproche plus d'une organisation projet qu'une organisation produit, même si c'est adapté pour construire un produit. Ok. C'est ma lecture, hein. Je ne sais pas si c'est une bonne lecture.
J'ai pas lu projet, moi, nécessairement dans ShapeUp, mais pareil, j'ai pas lu projet nécessairement dans Scrum, et il est utilisé aussi côté projet et tout ça. Donc, je t'avoue que c'est pour ça que j'ai dit que pour moi, c'est facilitant et je ne voyais pas de frein Ok, à l'utiliser en mode produit. C'est pas clairement orienté produit, en effet. Pas nécessairement clairement orienté produit. ok, d'accord, très bien. Il y a eu Continuous Discovery qui a été rajouté. Ouais, juste de le Vas-y. mettre, mais oui, enfin, alors, désolé, c'est vrai que c'était un truc que je regardais beaucoup il y a un an, ou peut-être un peu moins, 6 mois. Et comme je passe de sujet en sujet, du coup, j'ai un petit peu oublié. Mais en tout cas, je trouvais ça très intéressant, le pendant Continuous Discovery par rapport avec le Continuous Delivery. Et, mais je me rappelle plus, il y avait quelque chose que j'avais en tête, mais je l'ai un peu oublié. En tout cas, sur le process, je trouvais ça très intéressant d'avoir ce pendant-là. Donc, D'accord. on pourrait dire effectivement plus, ouais, comme tu viens de mettre, ouais, pas mal. Ok. Je- Ouais, je- en termes de process, c'est assez intéressant parce que, et puis même finalement de people et de structure, parce que ça veut dire qu'on regroupe la partie discovery avec le delivery. Mm. Après, le design thinking, pareil, on l'attribue souvent quand tu parles aux gens qui travaillent dans le produit, ils te parlent de design thinking, Oui, tout à fait. design sprint, de choses comme ça. Ça pourrait Mm. rentrer là-dedans. Est-ce que ça a été créé pour ça? Je ne sais pas. Mais est-ce que c'est facilitant? Il y a des chances. Ouais, alors effectivement, faut séparer. C'est une discussion qu'on avait déjà eue dans les premiers meet-up. C'est est-ce que c'est conçu pour ou peut être en support de? C'est-à-dire que ouais, est-ce que c'est facilitant ou vraiment c'est fait pour? Donc là, l'idée de ces archétypes, c'est plutôt identifier pardon, ce qui est vraiment fait pour, parce qu'on imagine qu'il y a plein de choses qui peuvent aider, qui peuvent être en Mm. support. Et finalement, je préfère l'enlever pour avoir une vue plus simple, plus nette, peut-être plus caricaturale, mais qui permet Mm. de mieux comprendre ce qu'il y a derrière l'archétype. Voilà, ça c'est mon Par contre, intention. Ouais. mais je trouverais dangereux de n'avoir qu'un seul élément par bulle. Ah oui, oui, non, non, mais c'est Donc pas c'est l'idée. Si on a plusieurs idées qui contribuent, qui sont conçues pour, on les prend toutes. Mais effectivement, après, il ne faut pas avoir un nuage de trop d'idées parce que ça marcherait. Voilà. Parce qu'il n'y a, on parce est qu'il y a pas d'accord. de frein. La partie Ouais. KPI, alors là, je suis très intéressé pour avoir le feedback de celui ou celle qui a mis ça. Oui, en fait, j'avais mis ça en fait parce que bah, dans mes expériences passées, il y avait on va dire un manque de comment dire de remise en cause, on va dire dans le processus qui a été mis en place une difficulté à se remettre en cause et à faire évoluer le processus. Et donc, du coup, alors ça peut soit le KPI peut être remplacé par l'OKR, donc parce que je maîtrise pas et enfin, j'ai pas encore suffisamment d'expérience, on va dire, dans l'agilité pour dire si c'est plutôt un KPI ou un OKR. Mais du coup, je l'avais mis plus dans le processus que au niveau performance. Parce que comment dire, la performance, pour moi, elle peut être elle peut être mise au niveau des individus, au niveau des process, au niveau des RH. Ouais, ouais, Et donc, du tout à coup, fait. je l'avais mis sur le processus parce que bon, pour éviter déjà en plus de la mettre un peu partout, que pour éviter de noyer un peu le schéma. Mais du coup, je l'ai mis sur le processus parce que je me disais, bah, les individus sur le niveau de performance, déjà, ça peut être un peu stigmatisant. Ça veut dire qu'un individu n'est pas très performant. Et du coup, je me disais aussi que le niveau de performance, il dépend plus au niveau du processus parce que si au niveau des individus, bah, il y a une bonne collaboration, chacun est capable de se remettre en cause et donc du coup, on peut faire évoluer le processus et d'en tirer une meilleure performance, quoi. Donc voilà. Ok. Qui a un point de vue sur la partie KPI à ce niveau-là? On a bien compris que on aurait pu le mettre. D'ailleurs, d'autres l'ont mis ailleurs, hein. Euh, donc KPI versus OKR ou KPI sur le process. On peut remplacer par OKR aussi, hein, ça me dérange pas.
Moi, je serais tenté de le remplacer par OKR, mais Oui, non, parce que moi, je suis complètement d'accord avec toi, Laurent, parce que quand même, les KPI sont, donc c'est des mesures, qu'est-ce qu'on fait avec ces mesures-là et pourquoi on décide de mesurer tel ou tel, c'est ça qui est important. Et ça, c'est plutôt lié aux OKR. Donc, ouais. En fait, je te rejoins, hein, et par rapport à une stratégie produit, parce qu'il faut se rappeler qu'on est dans ce contexte-là, les OKR vont être plus importants que les KPI. Par contre, si on est dans une stratégie opérationnelle, qui est encore un autre cas de figure, les KPI seront plus importants. Donc, en fait, c'est pour ça que je le mettrais plutôt derrière. Sur la partie individu, donc développement des compétences, état d'esprit, ce genre de choses. Donc, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis management 3.0, carte des joueurs pour atteindre les objectifs produits. Ça, c'est José, je suis sûr. Leadership situationnel, servant leadership, apprentissage multifonctionnel, c'était moi, T-shape. Et bon, on va parler de tout ça. Et puis, culture de la collaboration et de la valeur. Qui a mis quoi et pourquoi? Il y aurait tellement de choses à mettre. Ouais, on veut tout y mettre. Moi, Ah, j'ai mais mis est-ce que c'est management 3. conçu pour? Ouais, ouais. Alors, c'est Moi, ça la question. j'ai mis management 3.0 parce que je l'ai vu, j'ai copié. Non, mais je trouvais que c'était pas mal en termes d'état d'esprit, notamment si on reprend l'histoire de OneFix, Management 3.0 est un peu au cœur de l'état d'esprit, on va dire. Donc, Ok. c'est pour ça que je voyais ça comme quelque chose qui développe pas mal les individus, mais sachant que je dis pas c'est le seul et l'unique. Je l'ai mis juste parce que c'est celui-là qui m'a attiré. Qui t'a attiré, ok, ça marche. Mm. Ça me fait penser. Non, on va passer. Ok, qui a d'autres, qui veut expliquer ses idées? Je Bah, peux. Vas-y, moi, j'ai mis carte des joueurs parce que, je alors, savais que c'était toi. je savais pas. C'est important en fait, hein. De toute façon, les joueurs d'une équipe, c'est extrêmement important. Et alors, je ne sais pas à quel modèle ça fait référence. Moi, c'est juste de la pratique, hein. C'est intéressant d'avoir la bonne équipe pour construire un produit. Euh, donc voilà. Donc Alors, je le note, avoir la bonne équipe, parce qu'en fait, ce que j'allais te demander, parce que la carte, la carte des joueurs, c'est finalement l'outil. C'était quelle intention tu avais avec cet outil? Et finalement, Mhm. l'intention, c'est avoir la bonne équipe, c'est ça? Ouais, Ça complètement. marche, super. On a 2 points sur la partie apprentissage multifonctionnel et T-shape. C'est comme, j'imagine, alors je ne sais pas qui a mis T-shape, mais moi Ouais, j'ai mis l'autre. C'est l'idée d'avoir une équipe pluridisciplinaire, puisqu'on est au service de l'objectif produit, comme tu le dis, José. c'est ça. Et donc, le plus on est voilà, multifonctionnel, cross, le plus l'équipe peut créer de la valeur. C'est un peu ce qu'il Mm. y a derrière, on est d'accord. Et sur le leadership, alors moi je suis toujours, j'attends toujours avec impatience les discussions sur le leadership, parce que là on en a deux, leadership situationnel Mhm. ou leadership ou servant leadership, et moi je ne sais jamais faire la distinction entre, entre tout ça. Alors qui peut expliquer et pourquoi? Bah, alors moi, je l'ai mis toujours en relation pour avoir la bonne équipe. Je pense que voilà, si on a la bonne équipe, ça veut dire qu'on doit aussi guider cette équipe-là en fonction des aléas, en fonction de la vie de l'équipe. Et donc, c'est plus un leadership situationnel en fonction des situations que peut rencontrer l'équipe, être en capacité finalement d'aider au maximum l'équipe en fonction des situations Alors auxquelles elle va être confrontée. je vais prendre pas une discussion par l'absurde, mais euh, j'ai l'impression que le leadership situationnel peut s'appliquer presque pour toutes les stratégies. En fait, c'est une par rapport à ce que Complètement. tu as expliqué, ouais, en fait, est-ce que c'est spécifique Ouais, à une voilà. approche produit ou pas? Voilà, c'est ça la question. Ah oui, Ouais. Mm. ouais. Parce que si, Je ne saurais qui pas. veut, ouais, qui veut expliquer servant leadership, en quoi c'est vraiment une valeur ajoutée ou spécifique, je ne sais pas si c'est spécifique pareil à la partie produit, qu'on comprenne mieux un peu
ce que vous mettez derrière ça. Hmm. Ouais, moi, je l'ai mis parce qu'effectivement, ayant mis Scrum, Ça va avec. voilà, un petit peu, parce que le Scrum Master est un agent du changement et l'état d'esprit de servant de leadership est quelque chose de pas facile et qui doit se construire. Après, est-ce que ça sert une organisation produit? Ouais, pas directement, peut-être. Pas spécifiquement, Pas spécifiquement, moi je sais pas, peut-être. je, Je je sais pas, pense je me pose la question. Ouais. On non dit mais qu'on prend que les ouais, éléments propres aux organisations produits et pas plus Mm. dans ce qu'on est en train de se dire ou pas? pardon, Parce j'ai qu'il y pas a des compris. choses qui peuvent être nécessaires mais pas suffisantes et qu'on peut Mm. retrouver en effet dans différents modes d'organisation, mais qui restent peut-être nécessaires, je ne sais pas. Ouais. Oui, c'est peut-être trop filtrant les questions que je pose, c'est ça que tu dis, peut-être qu'il faut les garder, Je c'est n'ai ça? pas de Ouais. réponse. Ouais. Ça dépend de l'enjeu de l'exercice. Si on dit on prend tout ce qui serait nécessaire pour mettre en place une organisation produit, c'est pas la même chose que de dire on prend ce qui est nécessaire pour les organisations produits d'une part, mais qui en plus n'est propre qu'aux organisations produits. Donc ça dépend de Non, l'objectif. tu as raison, Ouais. Olivier. Quand j'ai dit ouais, spécifique, c'est peut-être trop nécessaire. Ouais. Nécessaire ou conçu ou conçu pour, c'est peut-être un peu plus ouvert, ouais, tout à fait. Et alors, en quoi le servant leadership serait nécessaire? Pour désiloter, peut-être, une organisation qui va vers une organisation produit. Moi je rigole, mais en fait, Mm. pour une organisation produit, si on se dit que la capacité à développer, c'est l'adaptabilité du produit, c'est pouvoir prendre des décisions pour l'ajuster, il faut que les équipes soient relativement, pas spécialement autonomes, mais qui prennent cette responsabilité de faire des propositions ou faire des choix. Et donc, l'approche servant leadership va appuyer cette Mm. responsabilisation des équipes au service d'un produit qui peut bouger et qui ne soit pas porté par une personne, le PO ou le CPO ou le PM, peu importe. Moi, je le verrais comme ça, en fait, ce ticket-là. Je me trompe peut-être, mais Mm. Bah, c'est Non, pour ça que j'ai mis vision produit et j'aurais dû rajouter partagé. En fait, je pense que le servant leadership va être derrière, enfin, la vision produit, c'est ce qui va guider les individus et qui va les aider à développer leurs compétences et développer le produit. Si c'est fait avec un servant leader, s'ils ont besoin d'un servant leader, c'est facilitant. Mm. ok. Donc, il y a un lien Mm. entre les deux, c'est ça que tu dis, hein, c'est ça Ah, là? moi, c'est Mm. ça, ouais. Ouais, ok, Mm. d'accord. Je vois. Mm. Bah, pour le servant leadership, la littérature, c'est un des plus vieux modèles de leadership qui existe. Ouais. Situational leadership a été mentionné tout à l'heure. Et la raison pour laquelle ça a été ramené dans les versions originales du guide, c'était pour cultiver les valeurs, les 5 valeurs. Courage, openness, tout ça. Mm. C'est la backstory, c'est pour ça. Ils disent que c'est une précondition et que sans ça, dans les frontières du système de chaque équipe et des équipes enfin, qui travaillent avec le Scrum Master, mais aussi en dehors, c'est une précondition. Sinon, ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire que même ceux qui interagissent avec les équipes, disons un product owner ou même d'autres stakeholders, si ça n'existe pas, ça va empêcher les valeurs de se mettre en place et d'être cultivées. Et voilà. Donc ça peut pas marcher. Bon, c'est pas juste un truc fancy, nice to have, qui énerve tous les leaders parce que D'où la ça, question. D'où la question. ouais, ils réagissent allergiquement à quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Et Ok. on est incapable de réexpliquer. Alors que en fait, Mm. c'est trivial, ça peut être expliqué en 2 phrases. C'est psychologique et c'est sciences sociales en gros. C'est étudié depuis les années 60, les servant leadership. Oui, oui, alors comme plein d'autres choses, hein, avec l'agilité, on n'a pas tout réinventé, on a fait évoluer des Mm. choses qui existaient. Mais là, la question, c'est voilà, c'est quelle cohérence dans une approche produit, parce qu'on peut faire de Ouais. l'agilité dans d'autres contextes que du produit. Et Mm. donc la question est légitime. Ok, on va Comment est-ce- s'arrêter là. On va s'arrêter là. Peut-être vision produit, parce que alors, juste Nicolas, tu avais dit ces visions produits partagées, et puis quelqu'un a rajouté leader visionnaire, ce qui est du coup
pas pareil. Enfin, peut-être pas. Non, c'est pas pareil. C'est moi qui ai rajouté le leader visionnaire et je trouve que si on parle d'une organisation produit, c'est important d'avoir un leader visionnaire et fédérateur. Bon, fédérateur, ça marche pour tout, mais leader visionnaire, d'autant plus pour une organisation produit. Et après, c'est important qu'il soit capable de partager cette vision et, avec l'ensemble de l'organisation. Mais Donc un leader déjà, visionnaire et communicant alors. Voilà. Je vous propose de finir avec, enfin non pas finir parce qu'il y a aussi en bas, la partie RH métrique. Donc on a mis les OKR, donc ça on va pas revenir dessus. Diagnostic dynamique d'équipe, José, tu veux nous expliquer valeur. Qui a mis valeur? C'est Nicolas, non peut-être? Alors ceux qui ont mis les tickets là, pourquoi vous avez mis ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Oui, oui, c'est moi qui ai mis valeur. J'avais coupé le micro. J'en étais sûr. Je vous reconnais au ticket que vous mettez. Tu nous connais bien. Moi, j'ai surtout mis, en fait, plus que la valeur, j'ai mis la satisfaction utilisateur et net ratings. Pour moi, ça doit. Si on est dans une organisation produit, l'utilisation du produit, la satisfaction des utilisateurs du produit, c'est ce qui va permettre de suivre qu'on est sur la bonne voie et tout ça. Et si en plus, avec les net ratings, comme on peut faire des net ratings en interne sur est-ce qu'on est satisfait de travailler sur ce produit, on va gérer les individus. Voilà. D'accord. Euh, Ok. Donc ça fait. Ouais. la valeur, c'est une des manières de s'assurer que le produit va dans le bon sens, mais on peut le faire avec autre chose, quoi. Ok. Donc satisfaction utilisateur, ça fait le lien avec le point d'Olivier sur le customer centricity. Ça serait là le user centricity. Ok. Et diagnostic dynamique d'équipe. Alors pourquoi, donc José, je suis sûr que c'est toi. Oui, c'est moi. Pourquoi tu Moi, le mets dans moi, le je pense contexte, que encore une fois, de l'organisation produit, hein. ouais, dans l'organisation produit, alors c'est assez transversal du coup. Et c'est vrai que sur la partie RH, comme j'ai vu RH, j'ai pensé à ça. C'est le réflexe. C'est le réflexe, ça a été le réflexe en fait, hein, pour être complètement honnête. Moi, j'y vois dans la satisfaction justement utilisateur, je pense qu'il est intéressant dans le cadre d'une amélioration continue RH d'analyser en permanence la dynamique d'équipe. Est-ce que l'équipe est dans une bonne dynamique pour délivrer sur tout le flux de valeur le bon produit, le produit. Moi, je connais pas assez l'outil là pour rebondir sur ce que tu proposes. Donc, je vois pas. C'est pas évident là. Comment dire. Est-ce que c'est nécessaire ou conçu pour? Donc, je sais pas. Ok. Bah, surtout sur les aspects, tu vois, quand tu as des sprints assez longs, assez importants, on fait souvent des rétrospectives et je pense que c'est le moment, tu vois, d'analyser la dynamique d'équipe. Est-ce qu'elle est à son plein potentiel pour délivrer, pour avoir une organisation produit optimale? Est-ce que tu peux, comme je connais pas l'outil, est-ce que tu peux l'orienter du point de vue du produit ou c'est vraiment ça concerne vraiment l'équipe, comment elle fonctionne? Enfin, je sais C'est plus comment l'équipe elle fonctionne. comment elle fonctionne, ok. Ouais, donc c'est quelque part ça, tu pourrais vraiment l'utiliser pour d'autres modèles organisationnels aussi. C'est ce Oui, que tu disais avec transverse, c'est ouais. transversal, ouais. Ouais, donc je suis un petit peu, j'arrive pas à trancher. Je pense que c'est effectivement. Mais pour revenir sur quelque chose que tu disais, l'inspect and adapt du produit, pour le coup, je ne sais pas s'il faudra le mettre dans les métriques ou dans les processus, mais le fait d'avoir une capacité à inspecter le produit, parce que dans la rétro, il n'y a pas que. Moi, si on regarde à Scrum, c'est plus la revue de sprint qui, pour moi, va servir d'inspect and adapt sur le produit. Ça peut produire des métriques aussi. Ou est-ce Ah, que ça peut faire partie des métriques, tu vois, l'inspect and adapt? d'accord. Alors effectivement, je l'ai rajouté dans la partie adaptabilité parce que finalement c'est ça le sujet. Et toi, ton point, c'est est-ce qu'il y a
une manière de finalement mesurer ce genre de choses pour que ça influe sur les comportements aussi, hein, parce que c'est ça, hein, la partie RH Oui, métrique, c'est aussi ce qu'on va et oui. la manière dont ce qu'on va mesurer va influencer les comportements et l'état d'esprit, et c'est quelque part, c'est ça qui doit être en cohérence. Bah, typiquement, la revue, le contact avec les utilisateurs, à ce moment-là, c'est même pas juste de la métrique, mais c'est la relation utilisateur et producteur-utilisateur, elle est vraiment importante. La Ah, satisfaction, on peut aller la mesurer sans le contact, mais si tu n'as pas le contact, donc, tu fais pas mon produit, enfin, je pense, donc là, ça serait presque ici, dans la partie process, c'est accès aux utilisateurs. Mm. par exemple, ouais. J'aime bien ce que dit Nicolas justement sur cette notion. Si en effet, on a tous vu aujourd'hui entre une équipe agile et des parties pour notre métier, des fois c'est dysfonctionnel, tu vois. Des fois, Entre les les deux, choses se passent mal entre les deux. En fait, du coup, si on intègre les parties prenantes dans la dynamique d'équipe, moi j'avais une équipe une fois que je coachais et c'était vraiment tendu avec le métier. Et donc il y avait une notion de dysfonction. Et donc alors en fait, le fait, oui, dans organisation produit, en fait, ça veut dire, derrière ce terme, ça veut dire que la structure est organisée autour des produits et donc au sein d'un produit, par exemple, si tu as une entreprise qui a plusieurs produits, en fait, tu auras une organisation pour le produit A, une organisation pour le produit B, et cetera. Et donc dans cette organisation par produit, tu retrouves toutes les compétences pour créer ce produit, donc évidemment la tech, mais aussi le métier, le domaine métier qui est porté par éventuellement le produit. En fait, pour moi, je l'intégrais dedans, mais oui. ça se discute. Mais enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'avais en tête derrière l'organisation produit, en fait. C'est Donc, du fait, les feature teams, elles rentrent aussi dans ce modèle, potentiellement. Ouais, tout à fait. Et en fait, Là, les c'est features. discutable. Par exemple, la discussion par rapport oui, est-ce que les métiers sont vraiment. Voilà, c'est une bonne question. Alors, juste en S'ils attendant, sont dans ouais. cette organisation-là, ou cette organisation dont on parle a un accès facile ou des interactions constantes avec les métiers pour lesquels il faut créer un produit ou oui, ça dépend. Non, je sais pas. Bah, c'est une vraie question. Et Ouais. moi, dans ma tête, naïvement, je l'avais inclus, mais c'est marrant qu'on se pose cette question. Non, Quelquefois elle est inclue, mais quelquefois elle n'est pas inclue. oui, ouais, Alors, ouais. attention, je parle d'un archétype, d'un modèle idéal. Ah, d'accord. Même dans un Donc, modèle idéal, tu vois, si je donc prends ça veut l'exemple, dire que dans ton modèle idéal, excuse-moi de t'interrompre, Maria, donc ça veut dire que dans ton modèle idéal, elle est inclue. Ah, Enfin, moi, le métier est inclus. c'était Bon, tacite, c'était une telle évidence que je ne l'ai pas Ouais, écrit. mais quand est-ce que le métier serait pas inclus dans une organisation produit? C'est ça que je me pose la question. Parce que pour moi, les gens qui travaillent sur un produit, ils font partie du métier, quoi. Je me rappelle une fois un meet-up, on avait discuté de ça. Mais où est le métier dans une entreprise? C'est très difficile de le savoir, hein. Ben ouais. mais déjà, poser la question, qu'est-ce que tu entends par produit? Mhm. Moi, si je C'est prends surtout ça la l'exemple, question. oui, c'est ça. Parce Et que qu'est-ce que tu entends par métier aussi? Oui, c'est ça. J'allais se poser C'est cette question exactement aussi. ça. Oui. Mais à partir du C'est moment bon, où ça. un produit, c'est quelque chose qui répond à des besoins, des demandes de clients, d'utilisateurs, Alors oui, alors c'est-à-dire, juste, voilà. par exemple, ouais, si avec je, cette définition large, est-ce qu'un Hum. produit interne, est-ce que c'est vraiment un produit? Moi, j'aime bien la notion de consommateur et de producteur. Et je me dis que, euh, évidemment, il y a quelques années de ça, on m'aurait posé la question, j'aurais dit non, un produit interne, c'est pas un produit. Et puis maintenant, je me dis que Ah, si j'ai une entité qui consomme une solution d'une autre entité, pas que quelqu'un me propose, eh bien, je peux le voir comme un produit. Non. donc j'ai une équipe composant, pardon, Olivier, je te laisse la parole juste après. Si j'ai une équipe composant
avec Oui. des Ah non, mais consommateurs. je parle pas de composants. Je Non, parle pas de composants. Je parle non, vraiment de mais, produits. Hein. non, mais Oui, attention, parce que si on va oui, là-dessus, en fait, oui. à un moment Mm. donné, on peut se dire un composant, c'est un produit interne. Et en fait, c'est une vraie question. Olivier, tu allais dire. Oui. Ouais, alors moi j'avais tendance à penser au démarrage un peu comme ce que disait Philippe, qu'un produit était plutôt dirigé selon la compréhension de ce qu'il a dit, hein, un peu au client extérieur. Sauf que dans la réalité, tu vois, moi je bosse chez Orange et on Ouais, se rend quand même bien compte que la valeur et les clients, tu as aussi des consommateurs internes et qui comptent. Ben oui. Et que donc si on organise tout autour des seuls clients externes, ça pose des questions, je dirais. oui, Et en ça. plus, si je peux donner un autre exemple, moi Ouais, actuellement, je suis chez Servier. Servier, c'est le laboratoire Servier. Donc, c'est un domaine pharmaceutique. Donc, les métiers qui produisent le produit final, si vous voulez, de l'entreprise, c'est vraiment des molécules qui seront utilisées pour des médicaments, dans des traitements de cancer, machin. Donc, les métiers internes sont des scientifiques, et je mets tout dedans, mais en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus large que ça. Donc, des chercheurs, des scientifiques, des pharmacologistes, des toxicologues, je ne sais pas quoi. Et ils utilisent des produits software. Et donc, c'est eux qui sont les utilisateurs des produits software, donc qui sont euh, construits et livrés par des équipes internes, externes, des organisations internes. ok. Là, c'est très complexe. Donc, il y en a tellement de métiers et tellement de types de métiers qui sont très spécifiques à la pharmaco. Ben, pour moi, je pense que c'est vraiment j'arrive pas à imaginer, je ne dis pas que c'est impossible, moi personnellement, j'arrive pas à imaginer une organisation pour créer des produits software au service de ces métiers-là, qui inclut ces métiers-là. Donc, qui sont très interaction avec eux, oui. Et c'est une seule organisation qui inclut tout le monde. Ok. Donc c'est une vraie question. Moi j'ai un point de vue, mais il y a Maru qui qui a levé la main. Comment on Ouais, prononce? ouais. Vas-y, Laurent, je voudrais entendre Non, ton. non, J'ai une non, je proposition. veux entendre le tien d'abord. J'ai une proposition, en fait. En fait, j'ai une proposition, une méta-proposition, c'est pas un point de vue. Vas-y. Ouais, vas-y. Mais, ouais, je vais la donner à l'heure, mais après, ouais, bon. En fait, la discussion qu'on a, en fait, j'ai l'impression, toute ma carrière, je l'ai eu tout le temps, donc pendant 20 ans, quoi, en gros. Enfin, je l'ai entendu, c'est tout le temps là. Et je me demande à Oui, chaque oui. fois pourquoi est-ce qu'une équipe ou une organisation, ou un sous-domaine, une sous-culture, n'a pas une espèce de vocabulaire, une espèce de domaine conceptuel avec un vocabulaire qui écrit des choses. Parce que déjà, j'entends parler de métier, moi, que quand je travaille dans des grosses boîtes qui sont en fait des matrices gigantesques. Ça induit une notion de matrice. C'est ça le métier. Alors qu'en agile, on parle de end-to-end, de value streams. On parle. On n'est pas obligé de parler de ça. Tu n'es même pas obligé d'avoir un value stream. Mais en gros, généralement, on parle de value stream. Et donc, quand on parle de métier, c'est-à-dire on assume que le modèle qui a été décrit tout à l'heure, je trouve ça beaucoup plus exact, personnellement, parce qu'il y a un producteur et un consommateur. Et il y en a par couche. En gros, c'est des ordres. Un consommateur de premier ordre, consommateur de deuxième ordre, troisième ordre. Donc la chaîne de valeur qui crée la valeur finale, qui est convertie en valeur monétaire, qui se passe à la fin, au point de contact avec le consommateur final, consommateur payant, c'est le résultat de plusieurs conversions de valeur à chacun des ordres. Je vais essayer d'éviter d'être trop théorique. En gros, ce que je veux dire, c'est que le modèle consommateur, producteur-consommateur est beaucoup plus exact. C'est quand le produit a son propre PNL, Profit and Loss, c'est-à-dire il est financièrement pas autonome, mais il a comment dire, sa propre ligne comptable, si on veut être simple. Et donc, la question des produits internes, dans ce cadre-là, quelquefois on l'a, quelquefois on ne l'a pas. Mais on va arrêter le sujet parce que producteur-consommateur, c'est finalement peut-être plus tout terrain, comme Maru le disait. Et puis, ça, du coup, si ça marche aussi pour toi, Olivier et Maria, c'est mieux d'avoir quelque chose comme ça, de ce type-là. Oui, mais au final, Laurent, tu n'as pas expliqué ce que tu voulais expliquer. C'est pour ça que je ne voulais pas parler avant toi. Ce que j'ai expliqué, c'est que pour moi, dans une stratégie orientée produit, un produit,
Si tu découpes l'organisation par produit, ça veut dire que chaque produit a son propre PNL. OK. Sa propre ligne comptable. Donc, ça veut dire que si tu n'en as pas, ça veut dire qu'il fait partie d'une organisation plus grande. C'est juste ça que je voulais dire. Je ne sais pas si c'est très clair, mais comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, je préfère pas aller trop en avant dans Donc, ça veut dire son propre budget, c'est ça que tu veux dire? son propre budget, son propre revenu aussi, ses coûts. En fait, c'est son modèle financier de coûts et revenus. Sur la partie culture, parce que sur la partie performance, quelque part, c'est un peu plus simple, mais sur la partie culture, là, il y a tout, hein, créativité, compétences, collaboration, valeur, résultats, compétition, et puis d'autres choses. Qui a mis quoi? Moi, j'avoue, j'ai mis le vert. Lequel BizDevOps, les deux verts. Et pourquoi tu mets ça dans la partie culture? Parce que c'est trop mal. C'est toujours perçu comme quelque chose qui serait de l'ordre du process ou de la structure, alors que c'est quand même de la culture. C'est un élément culturel dans le sens où enfin, le problème, c'est culturel à partir du moment où c'est plusieurs personnes qui sont impliquées. Moi, de mon point de vue, le côté culturel, c'est à partir du moment où on est dans le nous, hein, c'est-à-dire plusieurs personnes, et en plus des personnes qui sont d'environnement, qui ont des intérêts différents. Donc un BizDevOps, par exemple, chacun a des intérêts vraiment différents, et quand ils arrivent à travailler ensemble, c'est un élément culturel pour moi, donc c'est pour ça que je l'ai mis D'accord, comme ça. Après, mob programming, peut-être un peu moins, mais bon, voilà. Le point, c'est de se dire, en fait, parce que ça, ce sont des pratiques ou des organisations, de dire ça va sur le... Attends, j'arrive pas à faire le lien. En fait, ça fait le lien avec la culture de la collaboration ou éventuellement des valeurs, c'est ça que tu essayes de dire? Oui, mais attention, hein, je ne veux pas mettre DevOps dans le sens, vous savez, qui est malheureusement trop utilisé, c'est-à-dire outillage. Oui, on est d'accord. L'intention initiale de Patrick, c'était plus sur la culture d'ailleurs. Mais en fait, ce que je lis, moi, c'est que c'est plutôt des pratiques, mais toi, tu les mets au niveau de la culture parce qu'en fait, c'est le reflet d'une culture où elle crée une culture. Et c'est celle de la collaboration. C'est ça que tu veux. Ok, ça marche. Ouais, tout à fait. Il y a des liens de partout là. Ça marche. Et puis culture de la créativité et compétences, qui a mis ça? Compétition, compétence. De celui-là. Oui, pardon. Ouais. Compétence, oui. Qui a mis et pourquoi si vous avez... moi, mais bon, je me souviens pas parce que c'est plus du blanc depuis, je pense que c'est moi. D'accord, ça marche. Qui a mis ça et je pense que c'est lié bon, après, c'est pas nécessairement spécifique à une organisation produit, mais à une organisation qui performante, une organisation agile, oui. Ok. Ouais, il y a un truc, je ne sais pas si c'est là qu'il faut le mettre, mais de mon point de vue, une organisation produit doit aussi avoir la culture de l'obsolescence de son produit. Ça, c'est hyper intéressant ce point-là. Le cycle de vie du produit. On en revient au marché. On en revient au marché en fait. Je pense que à un moment donné, ton produit répond à un besoin et il va avoir, t'auras répondu au besoin et il a une durée de vie. Il va avoir une expiration quoi. En fait, c'est le culture du résultat et de la compétition. Celui-là, c'est moi qui l'ai mis parce qu'en fait, j'utilise. En fait, vous n'avez pas vu, mais il y a 4 cultures différentes et c'est des modèles culturels. Alors après, il y a des modèles culturels, il y en a plein. Mais en fait, la culture du résultat et de la compétition, c'est celui qui se rapproche le plus, de mon point de vue, d'une organisation produit. Et en fait, ce que tu dis, ça rentre là-dedans. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas la compétition l'un envers l'autre à l'intérieur d'une même équipe ou d'équipe entre équipes. C'est vraiment la compétition du marché et d'avoir un impact avec notre produit sur le marché ou la performance. C'est plus de ce point de vue-là qu'il faut le comprendre. Et effectivement, ce que tu dis, je l'inclus là-dedans et c'est super intéressant. Écoutez, il est 19h58. On a fait un modèle, il y en a d'autres. Mais en fait,
l'exercice, honnêtement, c'est pas spécialement pour avoir l'archétype, c'est pour prendre en main ce modèle de Galbraith et puis voir qu'est-ce qu'on peut en faire du point de vue de l'agilité. Donc pour moi, c'est plus un exercice pour découvrir. Qu'on en ait fait 1 ou 4, finalement, c'est pas très grave et on prendra le temps d'en faire d'autres plus tard. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous Oui. a aidé, Nicolas? Ouais. Ouais, Philippe? c'est très bien intéressant. d'explorer. Ouais. Ouais, parce que toi, Oui, tu t'intéresses à ce modèle. Donc, est-ce que le faire au travers d'un oui, archétype, oui. ça t'aide? Oui, et surtout de le faire ensemble, quoi. De confronter les idées, de poser les trucs, les différents éléments que le lingot c'est le bingo des marques, j'allais dire, et de les positionner dessus, c'est assez cool, ouais. Voilà. Moi, Ouais, je serais assez Ouais. preneur de réfléchir. Bah, de toute façon, je vais y réfléchir, hein, mais sur les autres? à surtout l'aspect transformationnel. Ouais. Là, la culture, on la met à la fin, mais Mhm. comment tu utilises ça dans un contexte pour driver la transformation. C'est ça Bien sûr. qui va être intéressant. Bien sûr, c'est un modèle plus pour la transformation, pour voir le gap vers où on peut aller. Et après, ça ne dit pas comment on peut y aller, mais au moins ça fait réfléchir à ce qui est le delta ou ce qui est dysfonctionnel et qu'on doit changer. Ouais, tout à fait. OK.